Salam alaikum. Donc, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va essayer de corriger l'épreuve d'informatique de la session 2022 de la filière MP. On va commencer par l'exercice préliminaire. On considère une liste X qui contient des nombres réels. Question 1. On demande d'écrire la fonction affiche de X qui parcourt et affiche les éléments de la liste X. Donc, l'exercice préliminaire. Question 1. On demande d'écrire la fonction affiche de la liste X. On a l'équipe parcours. Et dans ce cas, vous avez deux types de parcours, soit parcours par valeur, pour C in X, où C va prendre les valeurs de la liste X, une par une, de la première à la dernière. Et dans ce cas, vous faites un traitement de la variable C. Soit vous utilisez un parcours par indice, for I in range, de l'N de X. Et dans ce cas, vous aurez un traitement en fonction de X de I. L'élément I est l'élément de X à la position. Vous êtes libre de faire le choix entre les deux méthodes de parcours. La deuxième méthode est toujours valable, alors que la première, il n'est valable que si l'indice de l'élément, l'indice des éléments de X n'est pas important. Dans ce cas, on n'a pas besoin des indices, on va faire un parcours par valeur. Pour C in X, on demande une fonction qui parcourt et affiche, c'est-à-dire pas d'instruction return, parce que la fonction affiche ne retourne rien. Donc on va écrire print C, tout simplement. Il ne retourne rien. En d'autres termes, dans la plupart des cas, il ne sera pas utilisé dans la suite de l'exercice. Question 2. Ici, la fonction somme de x qui retourne, cette fois, c'est une fonction qui retourne la somme des éléments de la liste x sans utiliser la fonction prédéfinie somme. Donc c'est question 2. Là également, on n'a pas besoin des indices des éléments de la liste x. On calcule une somme de plusieurs valeurs, qui sont les valeurs d'une liste. Donc, premier principe, c'est de créer une variable qu'on va initialiser à l'élément neutre de la somme, c'est-à-dire 0. Ensuite, pour chaque élément C in X, pour chaque élément C de la liste X, on va calculer S plus C et on va l'affecter à S, la nouvelle valeur de S. Une fois on a fait le traitement de toutes les valeurs C de X, on les a tous ajoutés à la liste, à la somme, on sort de la boucle et on renvoie cette somme. Le travail de cette fonction. Question suivante. On demande de déterminer la complexité de la fonction somme de x avec justification. Détermination de la complexité, on rappelle que la complexité, ici on parle de la complexité temporelle, c'est-à-dire le temps d'exécution de cette fonction. Pour une liste de grande taille, donc on parle de complexité asymptotique. Au pire des cas, puisqu'on n'a rien dit, parce qu'on va dire, dans ce cas, on va écrire que la complexité de la fonction somme est celle de la boucle for. L'instruction S égale à 0 est une instruction élémentaire et n'est pas comptée. Dans laquelle, qu'est-ce qu'on fait dans cette boucle? On répète de l'ordre de n fois, avec, bien sûr, il faut identifier n. C'est le nombre d'éléments de x. Un nombre fixe d'opération élémentaire, c'est-à-dire la somme et l'affectation.
qui veut dire c'est comme si on multiplie deux opérations fois n. Fois n, le nombre de répétitions. On répète deux opérations n fois, donc le nombre d'opérations totales exécutées, c'est 2 fois n. Plus une affectation, c'est 2n plus 1. Et 2n plus 1, c'est une fonction linéaire. Donc on va dire que la fonction somme est de complexité linéaire où la contour de n. C'est la complexité de cette fonction. Question 4. Écrire la fonction moyenne de x qui retourne la valeur de la moyenne x, la moyenne m de la liste x, qui est égale à sigma de xi, donc la somme des valeurs de la liste x, divisé par le nombre de valeurs. Dans ce cas, on va écrire moyenne de x. C'est la somme des éléments. On va directement écrire le return somme de x, c'est la somme des éléments de x, divisé par le nombre d'éléments de x. Bon, pensez toujours à utiliser les fonctions qui précèdent la fonction de la question dont on demande la réponse, parce que généralement les fonctions sont dépendantes. Vous pouvez réécrire le code de 0, mais ça vous fera perdre beaucoup de temps. Il faut toujours penser à l'utilisation des fonctions précédentes. Question 5. On demande d'écrire la fonction compte de x qui retourne le compte des éléments de la liste x qui sont strictement supérieurs à la moyenne m de la liste x. Donc on va compter compte de x. Compter, c'est tout simplement une somme particulière, c'est une somme de 1. Compter, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 un nombre de fois en fonction d'une condition qu'on va écrire. Ça veut dire que c'est comme une somme, donc il faut créer une variable initialisée à 0. On va compter le nombre de valeurs de x qui sont supérieures à la moyenne. Donc il faut utiliser la fonction moyenne de x pour pouvoir calculer la moyenne, qui sont strictement supérieures à la moyenne. Donc, on va parcourir les éléments de la liste x, toujours par valeur, pas besoin des indices. For c in x, if c supérieur strictement à m, à la moyenne, on prend s et on l'incrémente, on lui ajoute 1. Donc je calcule s plus 1 et je l'affecte à s. Je sors de la boucle une fois on a traité toutes les valeurs c de x et je retourne cette somme s. On continue. Donc l'écart type de la liste x est une mesure de la dispersion des nombres autour de la moyenne des éléments de x. Ils se notent en général avec la lettre grecque sigma. C'est la racine carrée de sigma de xi moins m au carré sur n. Dans la question 6, on demande d'écrire la fonction sigma de x qui retourne la valeur de la somme suivante. Sigma de xi moins m au carré. Donc question 6. Sigma de x, il faut calculer la moyenne, c'est la fonction moyenne. Ensuite, on va calculer une somme, comme d'habitude, s égale à 0, pour toutes les valeurs xi in x, ou bien c in x, s égale à s plus, ce qu'on somme ici, c'est xi moins m au carré. Donc c'est xi, bien c ou bien n'importe quelle variable, moins m à la puissance 2. Ce qu'on va retourner, une fois on a terminé la boucle, on renvoie cette valeur de s. Ça c'est sigma. Dernière question. Ici, la fonction écart type de x qui retourne la valeur de l'écart type de x.
C'est la racine carrée de sigma de x i moins m au carré sur n. Donc écart type, c'est le nom de la fonction. Écart type de x. On peut utiliser le chaîne directement. Donc ce qu'on va faire, on va importer la fonction sqrt à partir du module math. From math import sqrt. Et on va écrire la racine carrée de sigma de x divisé par n, n ayant l'un de x. Bah, sigma de x sur n de x, on prend sa racine carrée, on le renvoie. Sinon, pourquoi ne pas utiliser la fonction sqrt et écrire directement sigma de x sur n de x, le tout à la puissance 0,5, 1,5. Voilà pour cet exercice préliminaire. Je rappelle que pour l'exercice préliminaire, il faut lui donner son temps. Essayez de le faire au max, parce que généralement, sa note est importante. Elle est souvent multipliée par un coefficient. Ça vous permettra d'augmenter vos chances d'avoir une bonne note en informatique. Et d'ailleurs, on le dit en introduction que le candidat doit impérativement commencer par traiter toutes les questions de l'exercice préliminaire et écrire les réponses dans les premières pages du cahier de réponse. Donc, essayez de prendre soin de répondre à cet exercice. Travaillez les exercices des années précédentes. Généralement, c'est le même style d'exercice à chaque fois. Partie 1. Base de données et langage SQL. Des internationaux de tennis. On considère une base de données qui permet la gestion des joueurs de tennis ayant gagné au moins un tournoi international de tennis simple. Cette base de données est composée de 3 tables. Joueurs, gagne et tournoi. Structure de la table joueur. La table joueur contient des informations sur les joueurs ayant gagné au moins un tournoi international de tennis simple. Le champ ID est la clé primaire. Ce champ contient un entier unique pour identifier chaque joueur. Le champ nom JR est le nom complet de chaque joueur. Le champ genre contient F pour féminin et M pour masculin. Le champ nationalité contient le pays d'origine de chaque joueur. Vous avez des exemples de données. Structure de la table tournoi. La table tournoi contient des informations sur les tournois internationaux de tennis simple. Le champ code est la clé primaire. Ce champ contient un entier unique pour chaque tournoi. Les champs nom TR et catégorie contiennent le nom et la catégorie de chaque tournoi. Le champ pays contient le pays dans lequel se déroule chaque tournoi. Et vous avez des exemples de données. Structure de la table gagnée. La table gagne contient des informations sur le joueur et les tournois gagnés par chaque joueur. Les champs IDJR et code TR sont deux clés étrangères qui font respectivement référence aux clés primaires ID et code, c'est-à-dire ce sont des clés étrangères. Le champ année contient l'année de chaque tournoi. Chaque tournoi est organisé une seule fois chaque année. Le champ prime contient le montant reçu par le joueur gagnant de chaque tournoi et il est exprimé en millions de dollars. La prime d'un tournoi peut changer au cours des années. Et là également, vous avez des exemples de données. Question 1. Rédiger une requête SQL qui effectue dans la table tournoi la modification suivante. Modifier les deux catégories WTA premier mandatory et WTA premier 5 par la catégorie WTA 1000. Donc, partie 2. La partie 1. Partie 2 de notre solution. Base de données et langage SQL. Question 1. Donc, on demande de modifier dans les deux catégories WTA premier mandatory
et WTA premier 5 par à la catégorie WTA 1000. Donc c'est la commande updates. Updates, on va modifier la table tournoi. Set. On rappelle que SQL n'est pas sensible à la case. Vous pouvez écrire la requête sur une seule ligne ou bien sur plusieurs lignes. On va modifier la catégorie, donc la nouvelle catégorie. Set catégorie, c'est une chaîne, donc il faut utiliser les codes. La nouvelle catégorie, c'est WTA 1000. On va modifier. Ce qu'on va modifier, ce sont les lignes pour lesquelles la catégorie soit égale à WTA premier mandatory, soit égale à WTA premier 5. On peut écrire ça, soit égal or, en utilisant le connecteur logic or, ou bien in, et dans un tuple, on écrit les deux catégories. La première, là par contre, il faut faire attention à la casse dans les chaînes de caractères. Vous pouvez écrire tel qu'il est donné par l'énoncé. Et WTA premier 5. Donc, update tournoi 7 catégorie égale WTA 1000, where catégorie in, soit WTA premier mandatory, soit WTA premier 5, ou bien update tournoi 7 catégorie égale WTA 1000, where catégorie égale WTA premier mandatory, or catégorie égale WTA premier 5. Voilà pour cette question. Question 2. Rédiger en algèbre relationnelle cette fois une requête qui permet d'obtenir les pays qui organisent des tournois dans les deux catégories Masters 1000 et ATP 500. La clé d'une bonne enquête, c'est tout d'abord d'extraire les tables qu'on va utiliser dans la requête, et par la suite extraire les colonnes qui seront utilisées. Ici, on demande une requête qui permet d'obtenir les pays, et la colonne pays, il existe dans la table tournoi. C'est cette colonne. Cherche les pays qui organisent des tournois dans les deux catégories. Donc, on a besoin de la colonne catégorie. Et catégorie existe également dans la table tournoi. Donc, on va utiliser uniquement la table tournoi. Ce qu'on a donné ici, Masters 1000 et ATP 500 sont des valeurs. Les valeurs de la colonne catégorie. C'est-à-dire qu'on va filtrer les lignes de la table tournoi. Chaque fois qu'on va trouver un pays, par exemple ici Qatar, qui organise des tournois de type ATP 500, Pays-Bas par exemple ici. Il faut chercher est-ce que le même pays organise des tournois de Masters 1000. Donc il faut chercher dans les données, dans les lignes ultérieures. Si on trouve ce pays, on va l'inclure dans le résultat de la requête. Il veut dire donc, ce qui signifie qu'une seule, la même ligne ne peut pas avoir la valeur ATP 500 dans la catégorie et Masters 1000 en même temps. Ça veut dire qu'il faut prendre les lignes qui contiennent des pays qui organisent le tournoi ATP 500, ce qui va donner, voilà, ça va donner ça. Donc on fait une sélection sur la table tournoi en gardant uniquement les lignes pour lesquelles il y a ATP 500 dans le tournoi. Ajouter une cote ici. Ensuite, faire de même pour les tournois, les pays et les tournois. Bien sûr, il faut faire une projection sur pays, parce qu'on a demandé d'extraire uniquement la colonne pays. Et par la suite, on va faire de même pour la table tournoi pour la catégorie Masters 1000.
On aura dans cette projection des pays qui organisent des tournois de catégorie ATP 500. Et dans ce cas, les pays qui organisent des tournois de Masters 1000. Une fois on a les deux, il suffit de faire l'intersection des deux résultats pour avoir les pays qui organisent des tournois dans les deux catégories. Voilà pour cette question. Question 3. On demande d'écrire la requête de la question précédente en langage SQL. Donc on va traduire à la lettre cette requête. Donc on va faire, premièrement, on a une projection sur la colonne pays, donc select pays. La requête s'appuie sur la table tournoi, on va écrire from tournoi, where catégorie égale ATP 500. La deuxième projection, il se traduit de la même manière, select pays, from, toujours la table tournoi, where catégorie égale Masters 1000. Et puis on va faire l'intersection entre les deux. Avec SQL, l'intersection se fait grâce à la clause intersect. C'est cette question. Voilà. Question 4. On demande de rédiger toujours une requête SQL qui permet d'obtenir les différentes catégories et le compte des tournois dans chaque catégorie, trié dans l'ordre alphabétique des catégories. Question 4. On demande de sélectionner les catégories. Donc, select catégorie. Le compte, ça veut dire qu'on va compter. C'est la fonction count étoile. À partir, donc on va compter les tournois, donc from tournoi, par catégorie. Il faut toujours souligner ce mot-clé. Ou par chaque catégorie, ou dans chaque catégorie, ça veut dire qu'il y a un groupement. Donc on va faire group by catégorie. On va trier toujours par la même colonne catégorie. C'est le travail de cette requête. Voilà. Question 5. On demande de rédiger une requête SQL qui permet d'obtenir les noms et les genres des joueurs. C'est la table, donc la table joueur. La plus grande prime et la plus petite prime, c'est dans la table gagne, reçue par chaque joueur. Comme on a dit dans la question précédente, par chaque joueur, ça veut dire qu'il faut faire un groupement par identifiant de joueurs, tel que la somme totale des primes reçues par chaque joueur est supérieure à 75 millions de dollars. C'est forcément une condition qui va travailler sur le groupe. Trier dans l'ordre de décroissance de la moyenne des primes reçues par chaque joueur. Donc, ce qu'on va écrire, on va sélectionner les requêtes qu'ils ont demandées. Select le nom du joueur, le genre, la plus grande prime log max de prime, la plus petite prime min de prime. On a dit qu'on va travailler avec la table des tables joueurs, gagne, à condition que ID soit égal à ID du joueur. On va faire un groupement par ID ou bien ID du joueur. Avin, on va filtrer la somme des gains, la somme des primes, supérieure ou égale à 75 millions de dollars. Et on va trier les résultats order by la moyenne des primes par ordre décroissant, donc il faut le mentionner. Voilà pour la question 5. Question 6. Les tournois de la catégorie Grand Chelem sont 4. Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, US Open. Rédiger une requête SQL qui permet d'obtenir les années, les noms, les genres et les nationalités des joueurs qui ont gagné les 4 tournois du Grand Chelem la même année, triés dans l'ordre décroissant des années.
Donc on va obtenir les années et les noms. Les noms et les genres et les nationalités, c'est la table joueur. Les années, c'est la table gagne. Voilà. Et la catégorie grand chelem, c'est à la table tournante. Donc on va utiliser les trois tables. C'est la clé de la réussite d'une bonne réponse en SQL. C'est d'identifier tout d'abord les tables que vous allez utiliser. Donc, question 6, select. Ce qu'ils ont demandé l'année, nom joueur, le genre et la nationalité. On a dit qu'on va utiliser les trois tables, donc from joueur, égale et tournoi. On aura besoin de deux conditions de jointure. Where id égale id joueur and code égale code tournoi, code tournoi, code TR sans E. De temps à autre, il faut revenir au tableau et vérifier les noms des colonnes. And catégorie égale grand chelem. Attention à la casse pour les chaînes de caractères, pour l'écrire telle qu'elle est. Ensuite, il faut faire un groupement. Cette fois, on va grouper par. Donc, groupe 1, on va créer des groupes par joueur. Et pour chaque joueur, on va créer des sous-groupes par année. On va supprimer les groupes. Donc, c'est l'objectif de Harvey, c'est de filtrer les groupes pour lesquels le nombre de lignes, on calcule le code, n'est pas égal à 4. Et on va trier par année, ordre décroissant. Rappel si l'ordre demandé c'est par ordre alphabétique ou bien ordre ascendant, par l'appel d'écrire ASC. C'est la valeur par défaut. Dernière question de cette partie, question 7. On demande de rédiger une requête SQL qui permet d'obtenir les codes des tournois, les primes de l'année 2020 et les primes de l'année 2021 de chaque tournoi. Et vous avez un exemple de résultat. Pour avoir d'un côté la prime de l'année 2020 pour chaque tournoi et la prime de l'année 2021, il faut faire ce qu'on appelle une auto-jointure, une jointure entre la table gagnée et elle-même. Ce qu'on va faire. Question 7, select. On va, dans la clause from, on va répéter la table deux fois. Gagné, on va l'appeler A, puis on va l'appeler B. On va sélectionner A ou bien B.code, tournoi, le code à partir de A ou bien à partir de B. La prime à partir de A et la prime à partir de B, à condition que c'est le même tournoi, donc A.code TR égale à B.code TR, et que l'année pour A, c'est 2020, et pour B, c'est 2021, ou bien l'inverse, pour B 2020, pour A 2021, ça revient au même. Ça s'appelle une auto-jointure entre une table et elle-même. On prend chaque ligne de A et on le concatène avec chaque ligne de B qui respecte la condition, c'est-à-dire que le code de tournoi c'est le même et que l'année de A c'est 2020 et l'année de B c'est 2021. On va obtenir le résultat souhaité. Voilà pour cette partie. Partie 2, donc, calcul numérique. Décomposition LU. L'algorithme de Dollittle. Dans cette partie, on suppose que le module NumPy est importé grâce à l'instruction import NumPy as NP. En algèbre linéaire, la décomposition LU est une méthode de décomposition d'une matrice comme produit de deux matrices L et U, telle qu'elle est une matrice triangulaire inférieure formée de 1 sur sa diagonale.
U est une matrice triangulaire supérieure. Cette décomposition est utilisée pour résoudre des systèmes d'équations linéaires pour calculer le déterminant d'une matrice. Un rappel, soit M une matrice carrée de dimension n, la matrice M admet une décomposition LU unique si et seulement si les déterminants des sous-matrices de M de d'autres K, tels que K appartient à la partie entière de 1 jusqu'à n-1, sont tous non nuls. Notez bien, dans la suite de cette partie, on suppose que la matrice M admet une décomposition LU unique. Algorithme de Doritzell. L'algorithme de Doritzell est un algorithme qui décompose une matrice carrée qui admet une décomposition LU unique en deux matrices, la matrice L triangulaire inférieure avec des 1 dans sa diagonale et la matrice U triangulaire supérieure. Ça, c'est l'algorithme. On va revenir à cet algorithme par la suite. Question 1. On demande d'écrire la fonction matrice 0 de n qui reçoit en paramètre un entier strictement positif n et qui retourne la matrice d'ordre n remplie de 0. Donc, partie 2. Calcul numérique. Question 1. Matrice 0 de n. On a dit que le module est importé, on va l'importer. Et cette ligne, la ligne 5, celle-là, ne doit pas être introduite dans les réponses que vous allez donner. Parce que c'est supposé fait par l'énoncé. Parce qu'on va faire, c'est directement utiliser le module NumPy parce qu'il contient déjà la fonction. Ça s'appelle la fonction 0 avec S. On lui donne un entier n si vous voulez créer un vecteur. On lui donne un tuple constitué du nombre de lignes et du nombre de colonnes. C'est le même ici parce qu'il s'agit d'une matrice carrée. Pour créer une matrice. Par exemple, matrice 0 d'ordre 4. Si on exécute, on aura la matrice carrée d'ordre 4 remplie de 0. Question 2. Il y a la fonction matrice ID de n qui reçoit en paramètre un entier strictement positif n et qui retourne la matrice identité d'ordre n. Là également, on va utiliser le module NumPy qui contient beaucoup de fonctions qui font ça. Donc, np.a, fonction a de n. On prendra un exemple également. Bien sûr, on n'est pas censé ajouter cette dernière ligne. Matrice ID de 4. Voilà. Question suivante. Écrire la fonction, question 3. Écrire la fonction sigma de LUIJ qui reçoit en paramètre de matrice carré L et U de même dimension. Un entier positif I qui représente l'indice d'une ligne dans L et un entier J qui représente l'indice d'une colonne dans U. La fonction retourne la valeur de la somme suivante. Sigma de k égale à 0 jusqu'à i-1 de LIK multiplié par U de kj. C'est la fonction sigma de LUIJ. Question 3. C'est une somme. Et pour calculer une somme, il n'y a pas plus simple. On crée une variable qu'on initialise à 0. On l'a vu dans l'exercice préliminaire. Ensuite, for k in a range, puisqu'on va aller de 0 jusqu'à i-1, c'est le range de i. S égale à S plus le produit donné, L de i de ik, parce que on traite des tableaux. Donc L de ik, on peut l'écrire comme ça. Sinon, on peut fermer les crochets comme ça. Ça, c'est une notation également valable. On va l'utiliser comme ça.
c'est pas grave. Fois U de K J. Une fois on a calculé cette somme, on sort de la boucle, on renvoie sa valeur. Question 4, question suivante. Écrire la fonction de Little de M, qui reçoit en paramètre une matrice carré M admettant une décomposition LU. En utilisant l'algorithme de Dirichlet, la fonction effectue la décomposition LU de la matrice M et retourne les matrices L et U. On va revenir à l'algorithme Dirichlet. Premièrement, on va calculer, on aura besoin de la taille de M. Puis, on demande de créer la matrice identité L d'ordre N. Puis, créer la matrice carré U d'ordre N remplie par des zéros. On va utiliser les fonctions de la régression précédente. L ou bien U, c'est matrice 0 de N. L, c'est matrice ID de N. Ensuite, pour I allant de 0 à N-1, pour J allant de 0 de I à N-1, I de IJ égale à M de IJ moins sigma, en la somme qu'on a fait dans la question précédente. Puis pour J allant de I plus 1 jusqu'à N-1, L de JI, c'est M de JI moins la somme divisée par U de I. Une fois on a fait ça pour toutes les valeurs, on sort de boucle et on renvoie L et U. Donc on va traduire ça tout simplement. Vous avez des algorithmes à traduire, essayez de le faire à la lettre. Vous allez gagner beaucoup de temps avant de... Si vous essayez de comprendre de quoi il s'agit. Donc pour I in range de N, puisqu'on va aller de 0 à N-1. Pour J in range de I jusqu'à N-1, donc IN. U de IJ est égal à M de IJ. On rappelle qu'on travaille avec des tableaux de type array de NumPy. Donc, vous pouvez utiliser cette notation, moins la somme qu'on a calculée par la fonction précédente, la fonction de la question précédente. Donc, sigma de IJ. LU IJ. Ça, c'est pour la première boucle. La deuxième, pour J, range de I plus 1 jusqu'à N-1, donc range de I plus 1 N. U de JI, ou la L de JI, est égal à M de JI moins, toujours la fonction de la question précédente, sigma de L U JI, le tout divisé par U de l'élément de la diagonale de U. Et une fois on a fait ça pour toutes les boucles, on sort de toutes les boucles, on renvoie des boucles et on renvoie L et U. C'est le travail de cette fonction. Voilà. Donc on va essayer de le tester pour cette matrice. Donc on va définir cette matrice. On va écrire M égale, voilà, np.array pour créer un tableau à partir de la matrice 1, 2, moins 1, 4, moins 2, moins 1, 1, moins 1, etc. Par la suite, on va écrire, on va extraire à travers l'algorithme de la fonction do de M, puis on va afficher la matrice L
égale L et U égale U, juste pour faire le test. Voilà, 1, 0, 0, 0, moins 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, 1, 0. Les deux matrices sont des matrices triangulaires, l'une inférieure à l'autre triangulaire supérieure. La matrice L contient dans sa diagonale que des 1. Dernière ligne, c'est 3, moins 3,67, moins 1,33 et 1. Ce qu'on a obtenu dans la dernière ligne. Ça, c'est la matrice U. Voilà pour cette question. Question 5. On va continuer. Résolution d'un système d'équations linéaires par décomposition LU. Considère le système d'équations linéaires M fois X égale Y, sachant que M est une matrice carrée donnée qui admet une décomposition LU. Y est un vecteur donné, X est le vecteur inconnu qui représente la solution du système. Voilà sa notation en support matriciel. En réalisant la décomposition LU de la matrice M, on obtient la matrice triangulaire inférieure L, avec des 1 dans sa diagonale, et la matrice triangulaire supérieure U, telle que M égale à L fois U. Ainsi, résoudre le système linéaire M fois X égale à Y revient à résoudre le système linéaire L fois U fois X égale à Y. Donc, pour résoudre ce dernier système, on doit résoudre successivement deux systèmes triangulaires. On commence par résoudre le système triangulaire inférieur L fois Z égale à Y, afin de trouver le vecteur Z. Ensuite, on résout le système triangulaire supérieur U fois X égale à Z, afin de trouver le vecteur X. Dans la suite de cette partie, on ne doit pas utiliser la méthode prédéfinie solve. On ne doit pas utiliser la méthode prédéfinie solve, mais il existe d'autres méthodes qui permettent de résoudre, de faire la même chose dans le module NIMPI. Un conseil, éviter ces solutions. On va utiliser l'algorithme. C'est l'objectif de la remarque. Question 5, écrire la fonction descente de LU qui reçoit en paramètre la matrice triangulaire inférieure L, le vecteur Y, la fonction retourne le vecteur Z, solution du système triangulaire inférieur L fois Z égale à Y. Pour calculer les éléments du vecteur Z, on peut utiliser la formule suivante, ZI est égal à YI, moins sigma de J égale à 0 jusqu'à I-1 de LIJ fois Z de J. On va définir notre fonction. Donc n égale, on va calculer la longueur de L, c'est le nombre d'éléments de Z. On va créer un vecteur. Z est égal à NP. On va utiliser la méthode 0 tout à l'heure. Mais cette fois, pour créer un vecteur, donc on va lui donner une seule valeur. Non, et non pas un tuple, on ne veut pas créer de matrice, on va créer un vecteur. For I in range de N. Voilà. On va calculer les sons. C'est égal à 0. Et par la suite, on va appliquer la règle. De J égale à 0 jusqu'à I-1. On va prendre Y de I. De J égale à 0 jusqu'à I-1, c'est le range de I. C'est égal à S plus la somme qu'ils ont donnée, c'est L de IJ fois Z de J. Une fois on a calculé cette somme, on va attribuer à Z de I Y de I moins cette somme. On sort de la boucle, une fois on a traité toutes les valeurs de Z, on renvoie la liste 7. Je ne sais pas si on a pris la même matrice de l'exemple. N2 moins 1, 4, moins 2, moins 1, 1, moins 1. Donc, on a déjà la matrice L. Je crois que c'est la même matrice. Donc, on va écrire directement descente de L. LY, c'est quelle est la valeur de Y?
Ici, c'est 1, moins 1, 0, 2. 1, moins 1, c'est NP array. 1, moins 1, 0, 2. Moins 1, 0, 2. C'est bien ça. Donc, on va tester. Ça donne 1, 1, 0, 2,67. 1, 1, 0, 2,67, c'est bien la solution donnée par l'exemple de l'énoncé. La question 6, dernière question de la partie calcul numérique. On demande d'écrire la fonction remonte de uz qui reçoit en paramètre la matrice triangulaire supérieure U, le vecteur z, la fonction retourne le vecteur x, solution du système triangulaire supérieur U fois x égale à z. Pour calculer les éléments du vecteur x, on peut utiliser la formule suivante. Ils ont donné également une formule. On va l'utiliser. Donc, on va définir notre fonction remonte de uz. Question 6. Remonte uz. La remonte de uz, on va faire de même. On va calculer la longueur de U. On va créer le vecteur x qui sera renvoyé vers la fin de cette fonction. C'est un vecteur de n valeurs nulles au départ. Ensuite, for i in range, on va faire une remontée. Donc, on va aller du dernier indice jusqu'à moins 1 pour arrêter à 0 avec un pas de moins 1, puisqu'on fait un retour en arrière. On va calculer une somme de la même manière que la question précédente. In range de n-1 jusqu'à i, avec un pas de moins 1 toujours. On va faire la somme qu'ils ont donnée, la même formule, E de ij, multiplié par x de j. Une fois on a fait ça pour chaque valeur, on attribue à la valeur, on va changer la valeur de x. Au lieu de 0, on aura z de i moins s divisé par i de u. Partie 3. Problème Python. La notion de la plus longue sous-séquence commune. Une séquence est un ensemble d'éléments non vides, finis et ordonnés. Pour représenter une séquence, on utilisera une liste. Si une séquence contient n éléments, alors ces éléments sont indexés de 0 à n-1. Généralement, on représentera une séquence de n éléments par la liste x contenant les valeurs x0, x1, x2 jusqu'à xn-1. Pour tout entier k appartenant à l'intervalle n, on notera xk pour désigner la séquence des 4 premiers éléments de la séquence x. Ainsi, la séquence xk sera représentée par la liste x0, x1, x2 jusqu'à xk-1. Dans la suite de cette partie, on suppose que les éléments des séquences sont tous des entiers positifs. Par exemple, si la liste x est la liste suivante, c'est une liste qui représente une séquence de 10 éléments. La liste x1, c'est la liste qui contient des éléments x0, c'est-à-dire le premier élément de x, c'est-à-dire 6. x4 contient 4 éléments, les 4 premiers éléments, 6, 23, 20 et 18, ainsi de suite. Question 1, séquence triée. Question 1. Écrire la fonction de tri-séquence de S qui reçoit en paramètre une séquence S et qui trie les éléments de S dans l'ordre croissant. Qui trie, ça veut dire qu'on va modifier la liste S et cette fonction tri-séquence ne renvoie rien puisque la valeur d'instruction return n'est pas précisée dans la question. C'est une valeur qui ne renvoie rien. On va le voir dans l'exemple directement. On considère la séquence S égale la séquence suivante. Après l'appel de tri de séquence de S, on obtient la séquence suivante. On l'obtient, ça veut dire que la fonction ne renvoie rien, effectivement. Def tri-séquence de S. Voilà, donc tri-séquence de S. On va commencer par calculer la longueur de S. On peut utiliser n'importe quel algorithme de tri. Donc for i, on va utiliser le tri par sélection.
for i in a range de n-1, pour tous les éléments depuis le premier jusqu'à l'avant-dernier, on suppose que l'indice de celui qui contient le min, donc c'est le tri par sélection, on sélectionne le min à chaque itération de la boucle de i. Pour toutes les valeurs j in range de la valeur suivante de i, on va faire des comparaisons jusqu'à la fin. Si S de j est inférieur, si S de j est inférieur à S de k, ça veut dire que c'est k l'indice de, c'est j l'indice de la valeur minimale, donc on affecte à j, on affecte à k. On sort de la boucle. Vous pouvez faire soit un test pour voir est-ce que i est différent de k, c'est-à-dire qu'on a trouvé le min quelque part après l'indice i, sinon on va faire la permutation directement. Et dans ce cas, si i est égal à k, vous allez permuter une valeur avec elle-même, donc c'est pas grave. Voilà. On va faire ça pour chaque valeur de i. C'est la fonction tri-séquence. Si on la teste pour la séquence donnée, vous allez voir que la fonction tri-séquence de S ne renvoie rien. Si on exécute, on n'a rien retourné. Par contre, si on affiche S par la suite, vous allez voir que S elle a été modifiée et que S est une liste ou bien une séquence triée. Si dans le code de la fonction, pour remplacer par exemple, c'est autorisé, tout le code par la fonction sort, la méthode sort, c'est également autorisé. Donc vous avez deux réponses. Puisqu'on n'a pas interdit l'utilisation de sort, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Sous-séquence d'une séquence. Donc on considère deux séquences x, y. On dit que x est une sous-séquence de y si x est composé des éléments qui apparaissent dans y dans le même ordre. Autrement dit, la sous-séquence x est obtenue en supprimant dans y un certain nombre d'éléments, éventuellement aucun élément, si les deux listes sont les mêmes. Formellement, étant donné deux séquences, x et y, on dit que x est une sous-séquence de y s'il existe une suite croissante d'indices i1, i2 jusqu'à ik de y, tel que pour tout j allant de 1 jusqu'à k, on a x de j égale à yi de j. Vous avez des exemples. Question 2. Écrire la fonction sous-séquence de x, y qui reçoit en paramètre de séquence x, y et qui retourne true si x est une sous-séquence de y, sinon la fonction retourne false. On va définir notre fonction question 2. Sous-séquence y. On va commencer la recherche va commencer par le début de la liste y. Donc on va initialiser une variable k à 0. C'est l'indice à partir duquel on va commencer la recherche. Pour chaque élément petit x de la liste grand X, si cet élément n'existe pas dans la partie de la liste y qui commence par k jusqu'à la fin, ça veut dire que x n'est pas une sous-liste de y, on renvoie false. Sinon, on va chercher, sinon ça veut dire que l'élément existe, on va chercher son indice dans la partie de y à partir de k. Donc on va attribuer à une variable i dans la liste donnée, on va chercher l'indice de première occurrence de petit x. Ensuite, on va l'ajouter à k. Comme ça, la prochaine fois, la recherche il va commencer dans y à partir de l'indice k avec sa nouvelle valeur. Une fois on a traité toutes les valeurs petit x de grand X,
et qu'on n'a jamais retourné false, c'est-à-dire que tous les éléments de la liste grand X existent dans l'ordre dans la liste Y, ça veut dire qu'il faut renvoyer true. On va faire le test pour les listes de l'exemple. On va afficher sous-séquence de x, y1. On va faire de même pour y2 et y3. Non, on n'a pas besoin de cette ligne. Donc ça donne false, false et false. Donc il faut inverser les listes. Maintenant, on va le faire de cette manière. Quand on exécute, ça donne toujours false, ça veut dire que y1 et y2 sont des sous-listes de x. y3, ce n'est pas une sous-liste de x. 15 n'existe pas dans grand X. Voilà pour cette question. Plus longue sous-séquence commune. Le problème de la plus longue sous-séquence commune à deux séquences x, y consiste à trouver une sous-séquence de x et de y et qu'elle soit de longueur maximale. Donc, partie 3. La taille de la plus longue sous-séquence commune. Étant donné deux séquences x et y, pour calculer la taille de la plus longue sous-séquence commune à x et y, il est possible de ramener ce problème à un calcul entre deux séquences de taille inférieure, grâce à la relation de récurrence suivante. Si xn-1 est égal à y de p-1, alors la taille de la plus longue sous-séquence commune est ax y et 1 plus la taille de la plus longue sous-séquence commune à xn-1 et y p-1. Sinon, dans le premier cas, ça veut dire qu'ils ont un élément en commun. La taille de la plus longue sous-séquence, c'est 1 plus la taille de la plus longue sous-séquence commune à x, y, en supprimant ces deux éléments des deux séquences x, y. Sinon, si xn-1 est différent de yp-1, c'est-à-dire que les deux derniers ou bien les deux premiers éléments sont différents. Ça veut dire qu'il faut retirer un élément de la première séquence et chercher la plus longue sous-séquence commune de cette première séquence avec la deuxième. Ensuite, retirer un élément de la deuxième séquence en gardant la première sans modification. Rechercher la plus longue sous-séquence commune entre ces deux séquences. Et en fin de compte, renvoyer la valeur maximale de ces deux valeurs, qui est expliquée dans cette formule. Question 3. On demande d'écrire la fonction taille PLSSC, plus longue sous-séquence commune, de x, y, qui reçoit en paramètre deux séquences x et y et qui retourne la taille de la plus longue sous-séquence commune à x, y en utilisant la relation de récurrence citée ci-dessus. Question 3. Taille de la plus longue sous-séquence commune entre x et y. Ce qu'on va faire, on va le faire d'une manière récursive, donc, ce qui est expliqué dans l'énoncé. Donc si ou bien x est 8, ou bien y, parce qu'on va faire du slicing et en faisant du slicing, on va retirer à chaque fois un élément de x et de y. On va tomber facilement sur, dans ce cas, on va renvoyer 0, parce que l'une est vide, donc il n'y a pas de plus longue sous-séquence commune entre les deux. Sinon, on va comparer le dernier élément de x et de y, s'ils sont égaux. Ça veut dire qu'il y a un élément en commun, donc c'est 1 plus un appel récursif de la fonction taille
entre x2 depuis le début jusqu'à l'élément moins 1 non inclus, y égale. On va retirer le dernier élément. Sinon, ça veut dire qu'il faut envoyer le max entre la taille de x pour laquelle on a supprimé le dernier élément et la taille de y pour lequel on a fait la même chose. Ça va donner ça. On va revenir à l'exemple pour tester. Voilà. Donc si x est cet élément, pour le premier cas ça donne 5, pour le deuxième 4 et pour le dernier cas ça donne 0. Donc ça c'est x. Ça c'est le premier appel. Ça doit retourner 5. Pour le deuxième appel, ça doit retourner 4. Et pour le dernier appel, ça doit envoyer 0. On va faire un print. Comme ça, on s'assure que ça va donner, ça va afficher le résultat final. Voilà. Et de même pour le dernier cas. Le dernier cas, ça donne 0. Voilà. Voilà. 5, 4 et 0. Voilà pour cette question. Partie 4. Recherche d'une plus longue sous-séquence commune. Une approche naïve est possible. On peut par exemple construire toutes les sous-séquences de x, puis rechercher parmi ces sous-séquences celles qui sont aussi des sous-séquences de y de longueur maximum. Et si la séquence x est composée de n éléments, alors par dénombrement, le nombre de sous-séquences de x est 2 à la puissance n. Les essayer toutes pour trouver la plus longue sous-séquence qui soit une sous-séquence de y a donc une complexité exponentielle, ce qui n'est pas souhaitable en pratique. Voilà, ça va nécessiter un grand temps de calcul pour des séquences de beaucoup d'éléments. Le problème de la recherche d'une plus longue sous-séquence entre deux séquences peut être résolu en utilisant la programmation dynamique. Programmation dynamique est un paradigme algorithmique qui résout un problème complexe en le divisant en sous-problèmes et stocke les résultats de sous-problèmes pour éviter de recalculer à nouveau les mêmes résultats. Étant donné deux séquences x, y de taille p, de taille n et p respectivement, commence par créer une matrice M de n plus 1 ligne et p plus 1 colonne. Dans cette matrice M, chaque case MIJ est destinée à contenir la longueur de la plus longue sous-séquence commune entre XI et YJ. On peut alors calculer de proche en proche la valeur MIJ pour chaque couple d'indices IJ en utilisant l'algorithme suivant. Donc, si I est égal à 0, J égale à 0, alors MIJ égale à 0. Si I est supérieur à 0 et J supérieur à 0, alors si XI moins 1 est égal à Y de J moins 1, M de IJ égale à 1 plus MI moins 1, J moins 1. Si XI moins 1 est différent de YJ moins 1, MIJ devient égal à max de MIJ moins 1, MI moins 1, J. Question 4a. On demande d'écrire la fonction matrice nulle de NP, qui offre un paramètre de gentil n et p strictement positif. La fonction retourne une liste de liste M, qui représente la matrice composée de n plus n lignes et p plus 1 colonne, remplie par des zéros. Il y a plusieurs moyens de le faire. On va utiliser la méthode la plus simple. Donc, question 4a. On va définir matrice nulle de NP. Tout simplement, on va renvoyer. Donc, on va créer une liste par compréhension. Une liste qu'on va remplir par des lignes remplies de 0. On va prendre une liste contenant la valeur 0, qu'on va dupliquer le nombre de colonnes, P plus 1.
i, in range, le nombre de lignes. Par exemple, matrice nulle d'ordre de 4 lignes, 3 colonnes par exemple, il renvoie une liste de 4 sous-listes, donc 4 lignes, et de chaque ligne est composée de 5 lignes, n plus 1, et chaque liste composée de 4 éléments, c'est-à-dire p plus 1 colonne. Voilà pour cette question. Question 4b. On demande d'écrire la fonction matrice taille de xy qui reçoit en paramètre deux séquences xy. En utilisant l'algorithme précédent, l'algorithme qu'on a déjà décrit, la fonction retourne la matrice M qui contient les longueurs des sous-séquences communes à x et y. Je vais un exemple. Donc on va écrire question 4b, c'est la fonction taille fonction matrice taille de x, y. Voilà. La fonction matrice taille, on va commencer par identifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ce sont les longueurs de x respectivement de x et de y. Ensuite, on va créer notre matrice nulle à partir de la réponse de la question précédente. Une matrice de n plus 1 ligne p plus 1 colonne. Et par la suite, on va boucler. On va boucler à partir de la deuxième ligne jusqu'à n plus 1. À partir pour chaque ligne de la deuxième colonne jusqu'à la dernière. On va suivre à la lettre les consignes de l'algorithme décrits ci-dessus. Donc si m i moins 1 si m de i moins 1 est égal si x de i moins 1, on va remplir m, donc si x de i moins 1 est égal à y de j moins 1, dans ce cas, m de ij est égal à m de i moins 1, j moins 1 plus 1. Sinon, m de ij est égal à la valeur maximale de m de i moins 1 j de i j moins 1. On va remplir de cette matrice pour toutes les lignes et pour toutes les colonnes. Une fois c'est fait, on sort de la boucle, on renvoie la matrice M. On va tester pour l'exemple donné. Donc on va prendre x, y, ces deux listes. Vérifier est-ce que ça donne le résultat
le même résultat. Voilà. On exécute. Donc, première ligne, première colonne sont des valeurs nulles. La dernière valeur, c'est 5. Voilà. C'est bien le même valeur. Voilà pour cette question. Question 4C. On demande ici à la fonction taille PLSSC, taille de la plus longue sous-séquence commune, XY, qui reçoit en paramètre de séquence XY et qui retourne la taille de la plus longue sous-séquence commune à XY en utilisant l'algorithme précédent. C'est-à-dire, en fin de compte, ça revient à renvoyer, à exploiter la question précédente et puis à renvoyer la dernière valeur de cette matrice. C'est-à-dire, dernière ligne, dernière colonne. Là, puisque c'est l'exploitation directe de cette fonction, on va le faire. Définir notre matrice. Voilà. Dans une matrice M, on va utiliser la fonction de la question précédente. Matrice taille de X, Y. On va retourner M de la dernière ligne, moins 1, dernière colonne, moins 1 également. Par exemple, taille de XY avec XY, les deux séquences précédentes, ça doit envoyer la valeur 5. Voilà. Question 4D. On demande de déterminer la complexité de la fonction taille PLSC de XY avec justification. On va revenir à cette fonction. Par la fonction, le travail essentiel de la fonction taille PLSC de la question 4C, c'est qu'il fait appel à la fonction matrice taille de ligne 3. Or, la matrice taille de XY, ce qu'il fait, il effectue deux affectations, ce sont deux opérations élémentaires. Ensuite, il fait appel à la matrice nulle, NP, qui veut dire dans la matrice N, matrice nulle, on répète N plus 1 fois une opération de duplication. Donc ça peut être considéré comme une opération avec une seule itération en grand taux de N plus 1. Donc c'est là en grand taux de N plus 1. Le travail essentiel de la fonction, c'est ces deux boucles. Donc on répète de l'ordre de N fois une opération de l'ordre de P fois. Cette opération consiste à un test conditionnel. Et soit on fait des instructions élémentaires de la ligne 8, soit on fait des instructions élémentaires de la ligne 10, dans laquelle on utilise la fonction max, qui généralement, dans ce cas, c'est la comparaison de deux éléments en grand taux de 1 également. Ce qui veut dire qu'on répète n plus 1 fois p plus 1, n fois, de l'ordre de n fois. À partir de 1, c'est n fois. Donc n fois une opération p fois des opérations élémentaires. Ce qui veut dire que ces grands taux, question 4D, la complexité c'est de l'ordre de grand taux de len de x fois len de y, bien grand taux de n fois p.
avec n c'est la longueur de x, y, et p c'est la longueur de y. Voilà pour cette question. Partie 5. Construction d'une plus longue sous-séquence commune. L'algorithme 1 précédent permet de calculer de proche en proche les cases de la matrice M, et cette matrice contient les longueurs des sous-séquences communes aux deux séquences principales. Réciproquement, pour reconstituer une plus longue sous-séquence commune, il suffit de construire un chemin dans cette matrice M. Pour cela, on effectuera l'algorithme 2 suivant. On commence par créer une séquence vide S. Ensuite, dans la matrice M, on effectue un parcours depuis la case inférieure droite, dernière ligne et dernière colonne de M, pour rejoindre la ligne 0 ou la colonne 0 de M suivant la règle de parcours suivante. Depuis une case M de IJ, si xi-1 est égal à y de j-1, alors on ajoute l'élément xi-1 ou yj-1 au début de S et on passe à la case mi-1, j-1. Si xi est différent, xi-1 est différent de yj-1, alors on a trois cas. Si ij-1 est différent de mi-1j, alors on passe à la case mi-1j, ou bien la case mij-1. Si mij-1 est supérieur à mi-1j, alors on passe à la case mij-1. Sinon, on passe à la case mi-1j. Voilà. Ça, c'est un exemple de parcours qu'on a fait sur la matrice de l'exemple précédent. Voilà. On demande dans la question 5 d'écrire la fonction PLSSC de XY qui reçoit un paramètre de séquence XY et qui retourne une plus longue sous-séquence commune à XI et Y. On le dit toujours lorsque vous avez un algorithme. Essayez de le traduire ligne par ligne. Et généralement, vous allez aboutir à une bonne réponse. Donc, on définit notre fonction. Ensuite, on crée la matrice nulle, la matrice taille de la matrice taille de la question précédente, matrice taille de XY, matrice qui contient les longueurs de séquences communes entre les x, y. On va utiliser une boucle while, donc on va commencer depuis la dernière ligne. La ligne d'indice de x, la dernière colonne d'indice y. On va créer une liste 8, c'est la liste qu'on va envoyer à la fin. Tant que i est différent de 0, j différent de 0, c'est-à-dire tant que soit on n'est pas arrivé à la première ligne, soit on n'est pas arrivé à la première colonne. Ce qu'on va faire, on va faire les 4 tests qu'ils ont fait. Si x, les 3 tests, si x de i-1 est égal à y de j-1, alors on va aller diagonalement. Donc on va prendre un élément de qui sont égaux. Soit on prend x de i-1, soit y de i-1, on ajoute à L au début. Et on passe à l'élément qui se trouve à la diagonale. Diagonale principale. Donc I reçoit I-1, J reçoit J-1. Sinon, ça veut dire que X de I-1 est différent de Y de J-1. Si M de I-1, on va inclure les deux tests. L'égalité est supérieure strictement. Si M de I-J est supérieur ou égal à
m de i j-1, il reçoit i-1. On va monter verticalement. Sinon, on va monter, on va aller horizontalement. On va faire ça pour tant qu'on n'est pas arrivé soit à la première ligne, soit à la première colonne. Et une fois on est arrivé soit à la première ligne, soit à la première colonne, on va renvoyer cette liste. C'est l'algorithme à la lettre. Donc on va le tester, voir est-ce que ça va donner cette séquence. Ça doit donner la séquence qu'il doit donner. On exécute. 20, 18, 54, 6 et 18. C'est bien ça. Voilà pour cette question. Partie 6. Recherche de toutes les plus longues sous-séquences communes. La matrice M contient des longueurs des sous-séquences communes. À partir de la matrice M, on peut trouver toutes les plus longues sous-séquences communes. Pour cela, on doit construire tous les chemins possibles dans la matrice M. Depuis la case inférieure droite de M, pour rejoindre la ligne 0 ou la colonne 0 de M. Ainsi, dans l'étape B3 de l'algorithme 2, voilà, c'est là ce qu'on va faire. On doit effectuer la modification suivante, c'est-à-dire si xi-1 est différent de yj-1 et m de ij-1 est égal à m de i-1j, alors on passe à la case mi-j et à la case mij-1. Par exemple, l'arbre suivant montre tous les chemins qu'on peut construire dans la matrice M de l'exemple précédent. Très bien, chaque élément de l'arbre est un tuple qui contient de la ligne et la colonne d'une case de la matrice M dans l'arbre. Plusieurs chemins peuvent aboutir à une même ligne sous séquence commune. Question 6. On demande d'écrire la fonction LSC de XY qui reçoit en paramètre deux séquences XY qui retourne une liste qui contient toutes les plus longues sous-séquences communes à XY sans doublon. Sans doublon. Et on va tester pour les mêmes listes. Ce qu'on va faire, question 6. Donc on va définir une fonction. On va définir l'algorithme 2 qui va accepter en paramètre les deux séquences XY, les deux indices de début UIJ et séquence S, une liste L qu'on va remplir, qu'on va renvoyer vers la fin, et la matrice M. Si I est égal à 0, si on est au début de la matrice, première ligne ou première colonne, on va voir est-ce que si S n'existe pas dans L, on va l'ajouter à L. Sinon, si X de I-1 est égal à Y de J-1, on va se déplacer diagonalement. Donc on va faire appel à algo 2 de XY, I-1, J-1. Notre séquence S va être modifiée, donc on va ajouter xi de I-1, x de I-1 ou bien y de J-1 au début de S. Sinon, si x de I de J-1 est égal à Y, si M de I J-1 est égal à M de I-1
J. On va faire deux déplacements. Deux. Les paramètres, ce qu'on va changer. C'est qu'on va faire I-1 J. On ne va pas changer S. I. J-1. Sinon, si M, I, moins 1 est supérieur M de I moins 1 J, dans ce cas, on va modifier de colonne. Sinon, on va modifier de ligne. On va sortir de cette fonction et définir notre fonction principale, LCS de x, y, dans laquelle on va commencer par définir i et j, les longueurs de séquence, définir la liste L et la liste S qui sont des listes vides au départ. Définir la matrice M, préparer tout simplement les algorithmes, les paramètres de la fonction algo 2. C'est matrice pareil de x, y. Faire appel à la matrice algo 2 qui va permettre de remplir la liste M, y, i et j, S, M et M. Algo 2 va permettre de remplir la liste L. Il suffit de renvoyer cette liste L. Voilà. Pour tester notre fonction, on va la tester pour le même exemple. Pour ces deux séquences, on va voir ce que ça va donner. Ça va donner cette liste. Donc on va faire appel à LCS de x, y. On l'exécute. Ah, bien sûr. C'est OR. Ou en algorithmique, OR en... Ah, putain, il faut faire attention. Voilà, ça donne 20, 18, 54, 6, 18. 23, 18, 54, 6, 18. Ainsi de suite, c'est la même liste. Voilà pour cette question. Partie 7, donc dernière partie de cette épreuve. Plus longue sous-séquence croissante. La recherche d'une plus longue sous-séquence croissante dans une séquence est un problème classique en algorithmique. Ce problème est lié à celui de la recherche d'une plus longue sous-séquence commune à deux séquences. La question 7, on demande d'écrire la fonction plus longue sous-séquence croissante de S qui reçoit en paramètre une séquence S et qui retourne toutes les plus longues sous-séquences croissantes dans S. Et voilà un exemple. On va tester pour le même exemple. Question 7, on va définir notre fonction. Il suffit de faire appel aux fonctions précédentes. Donc on va créer une liste par slicing sur S. Ensuite, on va trier cette séquence C et on va renvoyer toutes les séquences
commune entre S et C. Voilà. S avec S égale la liste de l'exemple, la séquence de l'exemple. Donc 12, 25, 28, 30, 36, 47 jusqu'à 9, 25, 28, 30, 36, 40. C'est bien ça. Donc voilà pour cette correction. Je vous donne rendez-vous à une prochaine correction. Si vous avez des propositions, des demandes, n'hésitez pas à le faire en commentant cette vidéo. Merci.